Bonjour à toutes et tous, c'est très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de 25 minutes pour la planète, votre rendez-vous hebdomadaire sur le développement durable. Aujourd'hui, nous partons dans un endroit remarquable, le parc national de Porquerolles. Comment est-il géré ? Quelle est la flore et la faune que l'on y croise ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur lui ? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Nicolas Gérardin. 25 minutes pour la planète, Sylvain Clamant. Nicolas Gérardin, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Nicolas Gérardin, vous êtes chef de mission au sein du parc national de Porquerolles. Quelle est votre mission ? Alors ma mission, elle court depuis près de 6 ans maintenant et elle a consisté à rédiger ce que l'on appelle la charte du parc national de Porquerolles, qui est un document, un projet de territoire négocié avec l'ensemble des acteurs du territoire et pour une durée de 15 ans. Donc c'était un projet très ambitieux. Alors justement, vous nous parlez de territoire. Quel territoire regroupe le parc national ? Alors dans sa forme actuelle, le parc national comporte 2 cœurs de parc, espaces sous statut de protection. C'est l'île de Porquerolles et une part importante de l'île de Porquerolles, toutes les propriétés de l'État et les espaces naturels de Porquerolles, dont d'ailleurs l'État est propriétaire. Et puis ça regroupe 11 communes entre la commune de Lagarde et Ramatuelle, et toute la partie marine au droit de ces 11 communes et qui s'est étendue jusqu'à 3 nautiques au sud des îles. Alors ces communes, elles sont nouvellement arrivées au sein du parc. Alors le parc, dans le cadre de la loi de réforme d'avril 2006, a été modifié puisque lors de sa création en 1963, il ne comportait que l'île de Porquerolles. Et avec la réforme, il est doté de 7 espaces périphériques avec un objectif précis, c'est de considérer qu'un espace protégé ne peut pas se détacher, il fait partie intégrante d'un ensemble et il est relié par ce qu'on appelle des solidarités écologiques, un certain nombre de liens qui le mettent en relation avec les territoires proches. Alors on en reparlera quand on parlera d'environnement. Quelles sont vos ressources budgétaires ? Alors le parc national de Porquerolles, du point de vue de la structure, est un établissement public de l'État. L'essentiel de ses moyens financiers lui sont donnés par l'État. C'est pour une enveloppe qui s'échelonne entre 6 et 7 millions d'euros par an. Une partie de ce budget peut être constituée en recettes propres. Ce sont des programmes européens, c'est du financement dans le cadre de partenariats avec des entreprises. Ça représente à peu près 15% du budget du parc. Globalement, comment s'organise la gestion des différents sites ? Je suppose que c'est très complexe. Alors, la gestion des différents sites se fait à partir d'un siège et de services rattachés à la direction. Et sur chacun de ces territoires se trouve une équipe avec qu'on appelle un secteur, avec un chef de secteur, et qui sont chargés de la mise en œuvre des actions du parc sur le territoire. Quelles sont les différentes réglementations en vigueur sur le parc ? Alors, les réglementations visent essentiellement à la sauvegarde de la biodiversité, à conserver aussi ce qu'on appelle le caractère des lieux, c'est-à-dire une ambiance, le silence, la capacité offerte aux gens de se ressourcer. Et donc, les règles essentielles touchent l'interdiction de faire du feu. On est dans un espace très vulnérable du point de vue des incendies. C'est toutes les actions qui peuvent porter atteinte directe ou indirecte à la faune et à la flore, le prélèvement, le dérangement. Et plus généralement, c'est un ensemble de dispositions locales sur le village. Il y a vraiment des endroits interdits sur les îles ou sur les salins de Hyères, par exemple, ou sur la presqu'île de Gien, qui sont inaccessibles au public. Alors, il y a un certain nombre de points qui sont inaccessibles pour des raisons pratiques, notamment de sécurité, et aussi pour protéger ces parties les plus secrètes, mais aussi les plus risquées. Si on respecte pas cette réglementation, on encourt quoi ? Alors, les contrevenants encourent des amendes, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, un certain nombre de recommandations. Je pense qu'on est plus là pour attirer l'attention, pour informer, sensibiliser que pour réprimer. Avec vous, il y a plusieurs associations aussi qui travaillent. Comment s'organise ce millefeuille ? Alors, nous appuyons sur des associations, notamment pour les missions scientifiques, mais c'est aussi des associations qui visent à l'insertion, puisqu'on organise un certain nombre de chantiers sur les îles, dans le cadre, je dirais, d'opérations à vocation à la fois environnementale et sociale. Par exemple, il y a la Ligue de protection des oiseaux qui intervient sur les salins de Hyères. Elle fait quoi là-bas ? Alors, on fait par exemple des opérations de comptage, de dénombrement annuel sur certaines populations d'oiseaux à enjeu. C'est le cas par exemple du puffin de Méditerranée, qui est un oiseau remarquable des îles.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous intégrez des communes, mais en même temps, le parc national de Porquerolles est intégré dans un sanctuaire de Pélagos bien plus large, je crois. Alors effectivement, le sanctuaire Pélagos s'étend jusqu'au nord de la Sardaigne et jusqu'au golfe de Gênes, avec un objectif précis qui est la conservation des mammifères marins, et le parc en est l'opérateur pour la partie française. Vous faites de la restauration écologique également ? Alors, on entreprend quand c'est nécessaire des travaux de restauration, selon un peu les mêmes protocoles qui prévalent pour la restauration des monuments historiques. C'est des choses qui sont très encadrées. Mais dans un certain nombre de sites très fortement exposés à la fréquentation, les dégradations que l'on peut observer sont contrebalancées par des travaux de remise en état. Et alors comment ça se matérialise concrètement? Comment on remet en état un site? Ça se rematérialise, c'est relativement simple. La première, c'est de créer ce qu'on appelle des exclos, c'est-à-dire d'éviter les désordres en évitant le piétinement ou la circulation des vélos, par exemple sur Porquerolles. Et ensuite, c'est favoriser la repousse, soit en installant, soit en utilisant les semenciers locaux pour réinstaller une végétation pionnière, maintenir le sol en place et ensuite suivre l'évolution pour que finalement cette recolonisation respecte la végétation, soit faite avec de la végétation locale. Nicolas Gérardin, merci. Tout de suite on écoute le groupe britannique False et on se retrouve dans moins d'1 minute 30. Minutes pour la planète, Sylvain Clamant. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Gérardin. Vous êtes chef de mission au sein du parc national de Porquerolles. Le parc national de Porquerolles est l'un des plus visités de France. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'augmentation de la fréquentation? Alors, la fréquentation aujourd'hui avoisine 1,5 million de visiteurs par an. 50% de cette fréquentation résulte de la plaisance par des gens, ce sont donc des gens qui viennent par leurs propres moyens. Le site est très fréquenté pour la plongée aussi. Et là, en termes d'évolution, je donnerai 2 chiffres. En 1985, 11 700 plongées. L'an dernier, 23 000. Si on regarde le parc national de Porquerolles, comme je viens de le dire, il a une richesse de biodiversité fabuleuse. Si l'on commence par la faune, quelles sont les espèces emblématiques de l'île ou même du parc en général? Alors, dans le milieu marin, on pourra citer bien sûr le mérou, qui est pas une espèce rare ou menacée aujourd'hui, puisque les populations dans le parc se sont multipliées par 400% depuis la création du parc. On trouve sur l'île de Porquerolles un batracien qui s'appelle le Discoglos sarde, qui est une espèce relique, qui a été piégée lors de son. Une espèce relique, c'est quoi? Alors c'est une espèce qui, a très peu évolué depuis les temps géologiques, et en fait elle existe sur l'île mais n'existe pas sur le continent, tout simplement parce qu'à la fin du Quaternaire, avec la nuit, l'élévation du niveau de la mer, elle n'a pas pu transiter sur le continent. On trouve aussi sur Porquerolles ce que j'appellerais une joconde vivante. C'est la dauphinelle de Requien, Delphinium requieni, qui est une plante endémique de l'île de Porquerolles. C'est une plante. C'est une plante. On a aussi le genêt à feuilles de lin, avec sur Porquerolles une des plus belles populations françaises. Et je pourrais multiplier les exemples avec le puffin de Méditerranée, qui est un oiseau de la famille des albatros qui niche dans des terriers. C'est un migrateur? Alors c'est un migrateur, oui, qui peut faire des distances importantes, puisqu'on en a retrouvé à travers les bagages bien loin de la Méditerranée, en Afrique du Sud. Alors qu'est-ce que vous faites pour faciliter leur arrivée en Méditerranée de ces espèces?
Alors, on facilite. L'objectif, c'est pas de faciliter, c'est de laisser évoluer les choses naturellement. Le parc est interventionniste pour maintenir la biodiversité, mais s'interdit d'en modifier le cours naturel. On observe depuis un certain nombre d'années d'ailleurs des mutations qui sont liées à des changements qui sont beaucoup plus larges d'ailleurs que les seules îles de Porquerolles et de Porquerolles. En parlant d'espèces, il y a des espèces endémiques sur les îles ou dans le parc. Je citais l'exemple de la dauphinelle de Requien. On trouve sur les îles une autre espèce très intéressante, c'est l'herbe au chat, Teucrium marum, qui est présente sur les îles d'Hierre mais qui n'existe pas ailleurs. Il y a la romulée de Florent, qui est une espèce très rare aussi. Quand vous dites elle n'existe pas ailleurs, ça veut dire qu'elle est endémique. Elle n'existe qu'en ce lieu particulier. On trouve aussi sur la presqu'île de Gien la Mathiole tricuspide, qui est une plante aussi très rare. Alors, est-ce que l'une de ces espèces est menacée? Alors, ces espèces ne sont pas menacées de façon directe, elles peuvent l'être de façon indirecte, puisque leur localisation est circonscrite à un espace relativement limité. Et le problème auquel est confronté le parc aujourd'hui, c'est la gestion de la multitude. Il est bien évident qu'avec 1,5 million de visiteurs par an, la répétition du geste peut être problématique. Si chacun ramasse une fleur, l'espèce risque de disparaître effectivement. Oui, mais il n'y a pas que le tourisme qui est cause de ce dérèglement. Il y a également les pollutions qui viennent du continent, non? Alors, il peut y avoir un certain nombre d'effets liés soit aux pollutions, soit à l'incendie aussi. Les pollutions venues du continent sont relativement moindres parce qu'on est un peu loin du littoral. On peut dire aussi que de gros efforts ont été faits par les collectivités locales pour mieux dépolluer leurs effluents. Ceci étant dit, on sait pertinemment que lors de fortes pluies, les stations d'épuration ont tendance à faire des relargages avec les conséquences qu'on peut imaginer. Alors, à quelle autre pollution vous êtes soumis? Alors, une des pollutions qui est problématique, c'est celle par les hydrocarbures et les produits tensioactifs. Les tensioactifs, ce sont les produits qui sont contenus dans les détergents. C'est le principe actif du détergent et qui ont comme gros inconvénient de flotter et aussi d'être agressifs sur la cuticule des feuilles, des végétaux. Et des études avaient montré que ces produits brûlaient la surface des feuilles et les exposaient à l'action du sel par les embruns. Alors en ce moment, il y a l'expédition Tara qui fait qui fait des prélèvements de PCB, de plastique. C'est obligé que vous y soyez soumis également. Alors, nous avons accueilli effectivement la mission sur les îles pendant plusieurs semaines, dans le courant de l'été. Nous n'avons pas encore les résultats de leurs travaux. Ils feront des travaux de synthèse. Il y a quand même une première synthèse au bout de 5 mois, c'est ça, C'est ça, oui. Alors, au niveau des PCB, qu'est-ce que vous pouvez craindre? Est-ce qu'on voit des modifications endocriniennes, par exemple, sur certaines espèces? Alors, je dirais qu'on est relativement à l'abri de ces pollutions parce que nous sommes soumis au courant Ligure. Le courant Ligure, c'est expliquez-nous ce que c'est. Alors, le courant Ligure, c'est un courant qui circule en Méditerranée et qui est produit par une entrée d'eau par le seuil de Gibraltar, une entrée d'eau atlantique, pour compenser l'évaporation de la Méditerranée. Et ça génère un courant qui longe les côtes d'Afrique du Nord, ensuite infléchit sa course sur la Sicile, la Sardaigne, et vient finir dans le golfe de Gênes. Et donc, le courant général dans notre secteur des îles est d'est en ouest. C'est-à-dire que nous sommes à l'amont des pollutions, notamment du Cap Sissier et de l'aire toulonnaise, avec le risque effectivement de pollution industrielle, mais nous sommes relativement épargnés aussi par la sédimentation liée à l'éloignement des îles par rapport au continent. Vous nous avez parlé des pollutions aux hydrocarbures. Comment faites-vous pour lutter contre ça? C'est dû au dégazage? Alors, c'est dû. Le dégazage, c'est la pollution visible qui n'est pas forcément la plus impactante. C'est la répétition liée à l'intensité de la fréquentation plaisancière, de pertes en carburant, etc. Et donc là, nous nous sommes rapprochés d'un certain nombre de professionnels des filières nautiques. Nous avons signé une convention avec la Fédération des industries nautiques pour systématiser justement les systèmes, par exemple, d'anti-refoulement des réservoirs à hydrocarbures pour éviter que quand on fait le plein, eh bien, il y ait les quelques litres excédentaires qui partent à la mer. Quels conseils pourriez-vous donner quand même aux plaisanciers? Quelles recommandations? Alors, les recommandations, c'est d'éviter, dans toute la mesure du possible, de rejeter les autres fonds de cale. Il y a maintenant un certain nombre d'ailleurs de dispositifs avec des systèmes
qu'on pourrait apparenter à un buvard, qui prennent l'huile et pas l'eau. Donc quand vous avez un fond de cale dans lequel vous avez laissé échapper de l'huile ou du mazout, vous pouvez très simplement l'éponger et le mettre à la poubelle. Porquerolles, c'est également un patrimoine culturel. Très rapidement, quel est-il ? Alors, c'est un patrimoine culturel très ancien, puisqu'on retrouve des traces d'occupation 5 siècles avant Jésus-Christ. Et donc, la position des îles fait qu'elles ont toujours un rôle en termes stratégiques. Et donc, on a un patrimoine architectural militaire très intéressant. Probablement les traces les plus anciennes visibles aujourd'hui datent du Moyen-Âge, et jusqu'au XXe siècle, puisque sur l'île du Levant, maintenant, nous avons un centre d'essai. Nicolas Gérardin, merci. On écoute Christophe Mahé et on se retrouve dans un instant. Je lézarde au soleil, je vois des merveilles, je marche sur l'eau. Tu me souffles à l'oreille, que l'amour te réveille, qu'ici tout est beau. Alors je laisse mon cœur dériver, mon cœur s'étonner, car il faut que je te dise, je suis tombé sous le charme, à cause de tes mains, tes mots doux tournent autour de mon âme, comme des refrains vaudous. Je suis tombé sous le charme, sur ma joue tourne autour de mon âme, et je tombe dans le bayou. Je crois pas au hasard, le jour comme le soir, tu me tiens chaud. Comme l'ébène et l'ivoire, viens on va s'asseoir au vieux piano. Alors tu laisses ton cœur décider, ton cœur hésiter, mais j'aimerais t'entendre dire, je suis tombé sous le charme. 25 minutes pour la planète, RCF. Toujours avec Nicolas Gérardin, vous êtes chef de mission au sein du Parc national de Porquerolles. Vous nous avez dit que le parc était soumis aux agressions venues du continent, d'où l'intérêt de travailler avec un panel de partenaires plus large. On a commencé à en parler en début d'émission. Comment travaillez-vous avec ces communes nouvellement intégrées au parc ? Alors, ces communes sont intégrées ou potentiellement intégrées, puisque la démarche d'action collective est basée sur le volontariat des communes. Nous avons élaboré un projet de territoire qui prend la forme d'une charte, qui préconise un certain nombre d'actions, de mesures pour une meilleure, un développement plus conforme, plus vertueux, plus respectueux des principes du développement durable. Alors, mais les communes seront invitées, une fois la charte totalement bouclée et publiée par décret en Conseil d'État, les communes seront invitées à adhérer ou à ne pas adhérer selon leur choix. Alors dans cette charte, justement, qu'est-ce qu'il y a ? Vous nous dites qu'il faut qu'elle respecte mieux les préceptes du développement durable. Quels sont-ils concrètement ? Elle s'engage à faire quoi ? Alors, c'est un ensemble d'engagements volontaires qui portent, par exemple, sur la promotion de déplacements en mode doux, sur une meilleure maîtrise de l'électricité et de l'éclairage public, sur un aménagement plus durable, sur des projets de développement urbain qui visent à une sorte d'équilibre entre les espaces urbains, les espaces naturels et les espaces agricoles. C'est un effort pour travailler dans le sens des circuits courts, c'est-à-dire produire localement et consommer localement, plutôt que de recourir à des moyens de transport très pénalisants. Pour vous, est-ce que ce champ d'intervention est assez grand ou est-ce qu'il faudrait avoir une vision plus systémique, c'est-à-dire intégrer le massif des Morts, l'agglomération toulonnaise ? Alors, je pense que la démonstration par l'exemple, qui s'appuie sur l'action locale et qui ensuite se diffuse au-delà de l'est du territoire d'origine, peut être une bonne chose. Maintenant, je pense que l'identité particulière du parc, c'est un parc insulaire, littoral et maritime, et nous n'avions pas de velléité pour conserver cette identité-là, de remonter plus haut dans les territoires de l'intérieur. Il y avait une autre logique, par exemple, qui aurait été celle des bassins versants. À ce moment-là, ça nous faisait remonter jusqu'aux sources du Gapot, sur le plateau de Signes. Or, on n'était plus dans un parc littoral insulaire et marin. Oui, mais à ce compte-là, est-ce que vous pouvez vraiment faire des études d'impact ? Alors, on peut bien sûr, puisque je pense que les choses s'enchaînent. Et si on voit, par exemple, les liaisons
qui existent entre les îles, l'essentiel de ces liens, qu'ils soient sur le plan fonctionnel ou qu'ils soient sur le plan écologique, sont sur un périmètre qui se circonscrit à l'espace tel qu'il a été défini entre ces 11 communes. On continue de parler environnement et là d'un sujet brûlant, hein, c'est le cas de le dire. Le réchauffement climatique, est-ce qu'il a un impact sur le parc ? Alors, il a forcément un impact comme il en a partout. Le premier qui est aujourd'hui visible, c'est l'élévation progressive du niveau de la mer, avec l'érosion des plages et des côtes à sédiments meubles, hein, et notamment des zones de plage. Bon, c'est très visible sur les îles. L'élévation, elle est de combien ? Alors, l'élévation, les spécialistes s'accordent à dire que depuis un siècle, la montée des eaux est de l'ordre de 1 mm par an, ce qui est peu, mais en 100 ans, ça fait quand même 10 cm. Et depuis les années 90, ça s'est passé à 3 mm. Donc, c'est un phénomène qui s'amplifie. On le voit d'ailleurs très bien, par exemple, sur le secteur de la Londe, où le blocos qui a été construit en 1944 est aujourd'hui 20 mètres en mer. Donc, cette réalité-là, elle se voit de façon très claire. Quels sont les autres impacts du réchauffement climatique ? Vous me parliez des jet streams. Alors, ce sont des modifications qui se manifestent notamment par l'élévation des températures, puisque c'est le problème essentiel, hein, avec des périodes de sécheresse que nous avons traversées entre en gros 90 et 95, qui ont porté un coup sévère aux parties des îles, de la végétation des îles qui sont sur les substrats les moins profonds, parce qu'ils se dessèchent beaucoup plus vite. C'est aussi la modification de la température de l'eau et la modification du niveau de ce qu'on appelle la thermocline. La thermocline, ce sont des points de rupture entre des masses d'eau qui n'ont pas la même température. Et donc on voit bien que la thermocline a tendance à descendre, c'est-à-dire que l'eau se réchauffe à plus grande profondeur, avec un certain nombre de conséquences. L'apparition d'espèces thermophiles, c'est-à-dire qui se satisfont d'une élévation des températures. Donc c'était des espèces qui étaient contenues dans le sud de la Méditerranée qui commencent à arriver dans le nord. On voit par exemple ce qu'on appelle des espèces lessepsiennes, hein, du nom de Ferdinand de Lesseps, puisqu'elles ont transité par le canal de Suez. C'est le cas par exemple du poisson lapin qu'on voit aujourd'hui, qui est apparu en Turquie et qui commence à apparaître dans nos régions. C'est le cas du barracuda, qui est plutôt une espèce tropicale et dont on compte aujourd'hui des bancs de plusieurs centaines d'individus sur l'îlot de la Gabinière, dans le sud de Porquerolles. Et ces espèces mettent en danger les espèces endémiques du parc ? Alors, elles sont susceptibles effectivement de mettre en péril les espèces endémiques, notamment pour les poissons en haut de la chaîne alimentaire. Il y a aussi un certain nombre d'espèces qui ont été introduites par l'homme. C'est le cas de la griffe de sorcière, Carpobrotus edulis, qui a été installée probablement il y a une centaine d'années et qui occupe les littoraux de l'île avec une concurrence directe sur la flore locale. Je citerai par exemple la concurrence de cette plante, Carpobrotus, avec une plante qui est extraordinaire, qui s'appelle Brassica montana, qui est le Cro-Magnon du chou cultivé. Donc c'est l'ancêtre sauvage du chou qu'on cultive aujourd'hui. Vous faites également des recherches scientifiques. Sur quoi portent-elles ? Je suppose qu'elles portent sur le réchauffement climatique, bien évidemment, mais pas que. Vous recensez les espèces. Je dirais qu'il y a deux types de recherches. Il y a un certain nombre de recherches qui consistent à assurer un suivi régulier de l'évolution des espèces et des milieux pour pouvoir simplement les gérer efficacement, puisque c'est la mission essentielle du parc. Et puis il y a un certain nombre aujourd'hui de recherches qui sont un peu plus à l'avant-garde, je dirais, et qui portent sur la relation homme-nature. Parce que finalement, si on doit protéger la nature aujourd'hui, si on doit faire l'effort de réconcilier l'homme et son environnement, il faut bien prendre les deux paramètres de façon parallèle pour trouver les bonnes solutions. Est-ce que vous faites partie des optimistes sur le futur du parc ? Alors, moi, je suis d'un naturel optimiste par nature. Donc oui, je pense mais pour le parc. Non, pour le parc, je dirais, le parc existe depuis 50 ans. Au bilan aujourd'hui, l'ensemble des espèces présentes en 63 lors de sa création sont encore aujourd'hui là. Un certain nombre d'espèces ont connu des régressions, mais aujourd'hui sont plutôt dans une sorte de ressaut écologique. Je pense notamment aux chiroptères. Mais justement, si on peut être optimiste, c'est parce que nous ne serons pas engagés seuls. Nous serons engagés avec l'ensemble de nos partenaires, de ces 11 communes, acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs associatifs, parce que les solutions d'une meilleure protection de Porquerolles et de Porquerolles aujourd'hui, c'est-à-dire du cœur du parc, se trouvent sur le continent. Elles ne sont plus sur l'île. Elles sont à l'amont.
Merci pour cette belle conclusion, Nicolas Gérardin, merci. Je crois que vous Merci l'avez à vous. compris, on pourrait en parler des heures, mais pour en savoir plus sur le parc national de Porquerolles, je vous invite à aller visiter le site internet www.porquerolles-parc-national.fr. Pour toute question ou suggestion concernant l'émission, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail contact.estevar@rcf.fr. On se retrouve très prochainement, d'ici là amusez-vous bien et prenez soin de votre planète.